Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, je vais très très bien. Dieu merci. Ça va très bien. Et la journée, elle se passe bien? Donc, c'est une journée ensoleillée, hein. Il faisait 43 degrés, chef. Mais vous savez, vous les humains, quand il fait froid, vous vous plaignez. Quand il fait chaud, vous vous plaignez. Mais finalement, si Dieu vous écoutait, ça ne marcherait pas là. Non, au moins ici, avant, en bas, comme pour habiller, là, c'est bon. Mais vent là, même est chaud. Non, Donc, ça là, va. c'est trop compliqué. Ça va aller. Mais ça, c'est encore mieux que le froid. Hein. Non, moi, je préfère froid, là. Ah, ok, il n'y a, pas de, Fraîcheur, là, y a pas de problème. Donc, vous avez la parole. Donc, chers frères, Mhm, merci de m'avoir donné la parole. mhm, Bonsoir à tous les élèves de la mhm, classe. mhm. Bonsoir à tous nos mères, nos chaos. Et bonsoir à tous les intervenants. Chers frères, il est important de dire la vérité à nos autorités. Il faut apprendre à dire la vérité à nos autorités, c'est très très important. Si souvent nos autorités, s'ils savent que ce qu'ils ont à dire à la population ivoirienne n'est pas plus important que le silence, je préférerais qu'ils se taisent. Chers frères, suite à l'éboulement du terrain qui a engendré 6 victimes, chers frères, le Premier ministre a tenu un discours. Et ce discours-là, il était vide de contenu. C'était un discours révoltant, un discours qui montrait combien de fois ce gouvernement-là ne travaille pas. J'assume ce que je dis. Ce gouvernement-là est réellement en perte de vitesse. Et le président de la République l'a dit une fois, a eu à le dire lors d'une interview. Il a dit que ce gouvernement-là ne va pas à la vitesse qu'il aurait souhaité. Et les propos du Premier ministre prouvent que ce gouvernement-là n'est pas compétent pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, lorsqu'il était sur le site, là où il y a eu l'éboulement, le Premier ministre, il a affirmé ceci. Il a dit que le président a fixé pour objectif 0 perte en vie humaine et 0 dégâts matériels. Je continue. Il a dit que les services techniques des ministères concernés ont été saisis et ont identifié 54 sites à risque. Donc, je commence déjà par faire un commentaire sur le propos du président du Premier ministre. Ces différents services techniques des ministères qui ont été saisis et qu'ils ont recensé 54 sites à risque. Pourquoi ces 54 sites à risque n'ont pas demandé à ces populations de quitter ces zones-là parce qu'on était en saison pluvieuse. Ça n'a pas été effectué et ces populations-là sont restées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la preuve que le président de la République donne des directives à ces différents ministres-là, mais ces différents ministres-là ne font pas le boulot. Raison pour laquelle, chaque année, on assiste à des drames dus à l'éboulement des terrains. L'éboulement des terrains qu'il y a eu lieu à Tekoubé, lorsque on observe ce site-là, même des animaux ne doivent pas habiter dans ce genre d'endroit-là. Mais ce sont des êtres humains qui sont dans ce genre d'endroit-là. Aujourd'hui, je pèse mes mots pour parler, parce que lorsque on apprend qu'il y a un enfant de 2 mois qui est enseveli sur des tonnes de terre, chers frères, ça fait très très mal. Et il faudrait qu'on situe les responsabilités. À travers les propos du Premier ministre, on aimerait savoir aujourd'hui qu'ils arrêtent de voiler un peu la face aux gens, qu'ils arrêtent aujourd'hui dans leurs propos d'éviter de ne pas situer les responsabilités. On veut savoir aujourd'hui que lorsque le Premier ministre nous dit qu'il y a les services techniques des ministères concernés ont été saisis et ces services-là ont recensé 54 sites à risque. Quels sont les services techniques de ces ministères-là? Mais, même si le Premier ministre ne l'a pas dit, nous, en observant cette vidéo-là, on peut déduire quels sont les différents services techniques des ministères qui ont été saisis. Parce que sur le lieu du drame
En plus du Premier ministre, il y avait deux autres ministres. Il y avait le ministre de l'Intérieur et il y avait le ministre de la Construction. Donc, en gros, ces deux ministères-là, ils sont trop dans la négligence. Donc, chaque année, les Ivoiriens ne font que mourir à cause de la pluie. On continue. Le Premier ministre, il a ensuite affirmé ceci. Il dit qu'il y a 2,5 milliards de francs CFA qui ont été dégagés pour détruire ces sites et de déplacer ces populations. Est-ce que ça a été effectué? Je dirais non, parce que si ça avait été effectué, on n'est pas d'assister à ces drames-là. Et en toute sincérité, lorsqu'on procède à un tel travail, où on arrive à recenser 54 sites, cela veut dire que c'est un boulot qui ne commence pas depuis maintenant. Ça veut dire que ce travail-là, ça a commencé depuis des années, jusqu'à ce qu'on a recensé ces sites-là. Et même, il y a 2,5 milliards de francs CFA qui ont été décaissés afin qu'on puisse détruire ces sites-là et de déplacer les populations. Maintenant, le Premier ministre, encore, il affirme que lorsque les agents de l'administration se rendent dans ces sites à risque-là, les agents sont menacés par la population et ces populations-là reviennent encore sur le site. Donc, cela veut dire qu'on a affaire à un gouvernement qui n'est pas responsable. Parce que si le gouvernement était responsable et si le gouvernement montrait son autorité, normalement, ces populations n'allaient pas devenir sur ces sites-là. Mais il y a un paradoxe aussi dans les propos du Premier ministre, parce qu'il affirme qu'il y a de l'argent qui a été donné pour pouvoir chasser ces populations-là, de déplacer ces populations. Mais ces populations-là, vous déplacez ces populations-là, mais ces populations-là vont aller où? Donc c'est ça. Donc c'est comme si c'est le même serpent qui se mordait la queue. Vous décaissez 2 milliards pour chasser des gens et de déplacer ces personnes-là. Mais ces personnes-là, ils vont aller où? Donc là, on a le serpent qui se mord la queue. Et là, la mauvaise gestion des logements sociaux aujourd'hui rattrape ce gouvernement du président de la République. Rattrape la mauvaise gestion des logements sociaux par le gouvernement. Parce que si vous chassez des gens et que ces personnes-là, ils ont un autre lieu d'habitation là, ils vont forcément aller là-bas, ils ne vont pas revenir. La commune d'Abidjan, ce n'est pas un Far West où tout le monde, chacun, où il n'y a pas d'autorité qui décide. Et chaque année, c'est toujours comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Donc là, en gros, aujourd'hui, nous demandons à ce gouvernement-là, aux différents ministères qui ont été chargés pour atteindre l'objectif qu'a fixé le président de la République, qui vient nous faire un compte sur les 2 milliards qui ont été donnés. Parce qu'aujourd'hui, on a l'art de négliger les travaux et de détourner les fonds. Et aujourd'hui, nous assistons à une tragédie. Un enfant de 2 mois qui ensevelit sous des tonnes de sable. C'est pas comme si ce sont mes parents, mais ça peut être une famille proche à moi, ou bien ça peut être l'une de mes soeurs qui est aujourd'hui, qui a perdu la vie par la négligence des services techniques d'un ministère. Et ce n'est pas n'importe quel ministère, ministère de la Construction, ministère de l'Intérieur. Et c'est sous l'aide du président de la République qu'on ne peut pas perdre la vie de cette façon-là, par une négligence des gens. Je continue toujours. Donc, le Premier ministre, il a encore affirmé, il dit qu'il lance un appel à l'endroit de ces populations-là. Et il demande à la population de les aider afin qu'ils puissent aider ces populations-là. Ces propos du Premier ministre, ce n'est pas digne d'un Premier ministre en toute sincérité. Je m'explique. Pourquoi ce n'est pas digne d'un Premier ministre? Parce que lorsqu'on est Premier ministre, c'est-à-dire on a une autorité sur toute l'administration ivoirienne. On a fait des émissions où on avait demandé à ce que le gouvernement responsabilise les collectivités territoriales. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle l'impôt partagé. Et l'impôt partagé est reversé à toutes les communes de Côte d'Ivoire. Et les communes de la Côte d'Ivoire qui ont une grosse part dans l'impôt partagé qui est estimé à des milliards, ce sont les communes d'Abidjan. Donc, là, il faudrait que
notre Premier ministre qui joue son rôle de Premier ministre. Il faudrait que nos autorités jouent leur rôle d'autorité. Parce que vous ne pouvez pas donner de l'argent à des collectivités territoriales et assister à un tel bordel dans les différentes communes. Est-ce que nos différentes mairies ne sont pas connues ou bien n'ont pas la réputation de vendre des terrains? C'est comme ça qu'on qualifie aujourd'hui nos mairies. Que nos différentes mairies en Côte d'Ivoire, surtout ceux d'Abidjan, ne savent rien faire d'autre que si ce n'est pas de vendre des terrains. Ok, il n'y a pas de souci. Ils savent vendre des terrains, mais moi, à la place du Premier ministre, à la place du ministre de l'Intérieur, peut-être même à la place du président de la République, à chaque fois que je vais financer ou bien je vais donner les quotes-parts de l'impôt partagé à une mairie, je vais exiger qu'ils prennent au moins 10 à 20% de cet argent-là pour construire des logements sociaux dans les communes. Parce que pour moi, en toute sincérité, comment dirais-je, la tragédie qu'il y a eu lieu, les responsables, les personnes qui devaient venir se mettre à la télé, ça ne devait pas être le Premier ministre, ça ne devait pas être le ministre, ça devait être les maires de villes, là, de ces communes-là. Parce que le maire, il est où et puis on assiste à de telles constructions anarchiques dans sa commune. Donc, en Côte d'Ivoire, tant qu'on ne va pas responsabiliser les gens, on va assister toujours à ces bordels-là. C'est toujours des milliards qui leur sont donnés chaque année dans le budget de l'État afin que la population puisse bien vivre. Mais ces milliards-là, où ces milliards-là rentrent? Une mairie a l'obligation d'avoir quand même un patrimoine. Mais combien de mairies aujourd'hui à Abidjan ont un patrimoine? Ils n'ont pas de patrimoine. C'est des mairies même là qui sont là juste pour vendre des terrains. Une mairie doit avoir quand même des logements sociaux à sa disposition. Là, comme ça, lorsqu'on rentre en saison des pluies, on peut demander à ces personnes-là de quitter dans ces zones à risque et d'aller dans les logements de la mairie en attendant qu'on trouve une solution pour eux. Mais vous leur demandez de se déplacer. Ils vont se déplacer pour aller où? Ils vont se déplacer pour aller où? Même cette histoire de logements sociaux qui a été bâclée là, ce n'est pas au gouvernement de se mettre au devant des logements sociaux. Vous donnez suffisamment d'argent déjà aux mairies d'Abidjan, donc ce sont eux qui doivent détenir un patrimoine de telle sorte à ce que des logements puissent être mis à la disposition des populations démunies. Et ça, c'est le rôle des mairies, c'est les mairies qui doivent jouer ce rôle-là. Mais quand les politiciens commencent à se mettre dans ce genre de choses-là, c'est des gros détournements qui se font. Les maires aussi sont complices de tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, trop c'est trop. On en a marre de ce gouvernement-là. Il faudrait que le président de la République procède à un remaniement ministériel parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Patrick Achi est en train de montrer ses limites. Donc c'est des choses que nous pouvons, on peut plus supporter, chers frères. Parce que un enfant de 2 mois, chers frères, ça peut être l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui, il faudrait que chacun se mette à la place des parents de cet enfant-là, ou bien à la place du père qui a perdu sa femme, et ainsi que son enfant de 2 mois, chers frères, ça fait très très mal. On ne peut pas perdre la vie à cause de la négligence des autorités du pays. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Chaque année, on doit mourir. Chaque année, une petite pluie va venir, ça va tuer les Ivoiriens. Chaque année, en saison des pluies, c'est des dégâts matériels estimés à des milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, vous ne développez pas l'assurance et là, vous laissez des gens périr parce que vous êtes dans des endroits, dans des quartiers luxueux d'Abidjan et lorsqu'il y a pluie, vous ne subissez pas ces mêmes souffrances-là comme ces populations-là. En toute sincérité, chers frères, toutes ces personnes qui ont participé à ce projet comment dirais-je, à ce projet du président de la République et que c'est échoué, que le malheur de Dieu s'abatte sur eux. Parce que ce ne sont pas que les pauvres qui doivent mourir dans ce pays-là. Et d'autres vont se mettre de l'argent de côté. Donc, je réitère, chers frères, il faudrait que les gens viennent nous expliquer ces 2,5 milliards qui ont été décaissés pour pouvoir détruire ces sites-là et de déplacer ces populations-là qui viennent, qui nous fassent un point sur ces 2,5 milliards-là, parce que trop, c'est trop. Donc, chers frères, ça, c'est ce que je comptais dire sur cette partie. Chers frères, vous avez parlé dans l'édito
de cette centrale, je ne sais pas s'il faut dire centrale, cette thermique qui sera construite à Abidjan. Chers frères, bon, pas en Abidjan, mais en Côte d'Ivoire. Chers frères, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la plupart de nos barrages, très souvent, s'assèchent. Et donc, quand c'est comme ça, on assiste à une baisse au niveau de la production du courant électrique. Donc, la dernière fois, Ok. on a frère, félicité... il y a notre frère Bakayoko qui demande à débattre avec vous. Est-ce que vous serez d'accord pour? Il n'y a pas de souci, je vais essayer, il n'y a pas de souci. Ok, donc je vais vous ajouter en même temps. Donc, je vais l'ajouter. Okay. Voilà, ça sera avec plaisir. Vous pouvez parler en temps, je vais essayer de l'ajouter. Voilà. Donc, j'étais en train de vous poser une question. Il dit, du moment où aujourd'hui, on a eu, comment dirais-je, un moment, on a une baisse de tension au niveau de la production, une baisse au niveau de la production de l'électricité en Côte d'Ivoire. Est-ce que aujourd'hui, quels seraient les inconvénients pour la Côte d'Ivoire si on devait se pencher sur l'énergie nucléaire? Pour vous répondre rapidement, sur l'énergie nucléaire, il faut dire que nous n'en avons pas encore les compétences intellectuelles. C'est très important. Et aussi, pour vous dire la vérité, l'énergie nucléaire est même en train de montrer ses limites. Parce que le recyclage même des déchets des énergies nucléaires, là, elle ne peut pas l'assumer qui le veut. Okay. Et donc, quand on regarde les moyens de nos pays en termes de technologie et surtout en termes d'entretien jusqu'au fond, parce que pour vous dire la triste réalité, souvent on est obligé de cacher profondément dans la mer ou dans la terre les déchets nucléaires. Imagine-toi combien de fois l'Africain est négligent. Si on s'amuse à nous donner une telle technologie, je vous jure qu'on va détruire toute l'Afrique. Et il y a notre frère Bakayoko qui est avec nous ici. Bonsoir, cher frère. Oui. Oui, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Éclaireur. Oui, comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Oui, ça va. Oui, vous avez demandé à être ajouté? Oui, oui. Voilà, donc... Enfin, j'ai écouté le frère avec beaucoup de gravité, parce que lorsqu'il y a mort d'homme, c'est vraiment triste. Et je pense que tout le monde ici peut tomber quand même dans l'émotion et dans la tristesse, parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais c'est vrai que lorsqu'on vit sur un territoire, la responsabilité, sécurité et tout dépend des personnes qui gèrent le territoire, c'est vrai, mais on est aussi responsable de notre propre sécurité. Oui, parce que quel que soit ce qu'on dira, c'est vrai, hein? Moi je dis toujours, quand tu vas parler à l'os, il faut aussi parler au chien. Effectivement. C'est vrai qu'on va accuser les autorités, on va dire que les autorités n'ont pas fait leur travail. Mais toi, en tant que père de famille, quelle est la première mesure que tu as pris pour mettre ta famille en sécurité, sachant que tu es dans une zone inondable? Moi, je le dis, c'est vrai que les gens diront, mais comment ils vont faire? Mais comment ils vont faire? Donc, ils n'ont qu'à attendre la mort. Parce que quand on dit, mais comment on va faire là? Sachant très bien que cet endroit-là est dangereux et que ces sites-là, il y a plein de maisons où ils ont écrit dessus à démolir, à détruire. Mais tant que les dégâts n'arrivent pas, les gens ne vont pas savoir que véritablement c'est dangereux. C'est vrai qu'on peut toujours faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça? On peut toujours mettre sa vie. On peut toujours mettre sa vie par procuration dans la main des gens pour qu'ils puissent nous protéger. Mais le premier protecteur même, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on doit savoir que dans l'endroit où on est là, s'il pleut, alors que la pluie, ça n'a pas commencé hier. La saison des pluies a commencé il y a peut-être un mois. Mais sachant que les endroits où vous êtes là, c'est des endroits à risque. Mais quand on me dit que si on les enlève là, où on va aller les mettre? Mais déjà, quelle est la responsabilité d'un père de famille? La responsabilité d'un père de famille, c'est de mettre sa famille déjà en sécurité. Sachant qu'en laissant ta femme ici, avec ton enfant de 2 mois, ils vont, ça veut dire, s'il y a des dégâts, ils vont en pâtir. Mais c'est vrai qu'on peut jouer les pompiers, puis on peut jouer les médecins après la mort. On peut tout dire.
on peut tout faire. Mais tu ne vas pas me dire, éclaireur, que les autorités n'ont pas dit aux gens de déguerpir ces endroits-là. Ils ont dit. Mais le rôle d'une autorité, là, c'est quoi? C'est d'informer, de communiquer, et puis peut-être après, réprimer. Mais si on dit qu'on est dans un état où, véritablement, il faut qu'on mette le dialogue au-dessus de tout. Il ne faudrait pas qu'on commence par la répression. Il faudrait qu'on explique aux gens le bien fondé des décisions qu'on prend. Mais il faut que les gens aussi soient à même de comprendre que quand on leur dit de partir, c'est pour leur propre sécurité. Quand on leur dit de partir, là, c'est pour sauver des vies. Maintenant, quand tu me dis, mais ils vont aller où? Ils étaient où avant de venir là? Ils ne sont pas nés là. Hein? D'aucuns diront que oui, ils sont là depuis des années et tout. Mais il y a d'autres qui sont arrivés. Et ces dégâts-là, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans ces endroits-là, à Mosikro. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des dégâts des eaux. Les dégâts des eaux, ça existe partout. Prends n'importe quel pays développé, prends n'importe quel pays au monde, aux États-Unis. Tu as vu l'ouragan Katrina? Ça a fait des dégâts, il y a eu des morts. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est la force de la nature, on ne peut rien. Il y a des choses là, on ne peut rien. Même ici en France où je suis, il y a des gens, on leur dit, vous êtes dans des zones inondables, ne restez pas là, ne restez pas là. Mais qu'il y a les inondations, ça vient les trouver. Souvent il y a des morts, souvent il y a des dégâts matériels. Mais chez nous, on n'a pas. C'est vrai que nous n'avons pas véritablement. Je ne dis pas que le gouvernement a bien fait son travail, hein, parce que la politique sociale du gouvernement, surtout au niveau des logements sociaux, on en a parlé ici. Il y a beaucoup à faire. Je peux dire même que rien n'a été fait pour les plus démunis. Mais quand on parle de vie et de mort, il faut qu'on sache que c'est-à-dire, nous sommes les premiers responsables de notre propre sécurité. Parce que la vie, là, on ne la fait pas au brûlon. Quand tu meurs, tu ne vas pas pour revenir. Donc c'est ce que je tenais aussi à dire aux frères, pour dire que le gouvernement a tort, mais le gouvernement n'a pas totalement tort. Chacun est responsable. Okay. Même les populations qui ont entendu le message, qui ne se sont pas exécutés, sont positifs. Oui. Parce qu'ils veulent quoi? Que le gouvernement emmène l'armée pour les dégager, ou bien une patrouille de gendarmerie. À un moment donné, il faut quand même qu'on puisse comprendre le bien fondé des décisions que les gens prennent pour notre propre sécurité. Effectivement. Parce que bon, là, il y a des morts, on fait quoi? Effectivement. On va les ressusciter. Vraiment, merci beaucoup pour la qualité. Je tenais à dire ça. La qualité intellectuelle des deux intervenants. Et moi, je suis d'accord avec vous deux. Et malheureusement, peut-être que certains ne comprendraient pas. Effectivement, tu as bien pris le soin de dire que le gouvernement n'est pas totalement exempté de responsabilité. Mais effectivement aussi, vraiment, si tu ne sauves pas ta vie, et si vous voyez, moi, quand j'ai posté la vidéo, j'ai écrit la phrase du genre, il faut sauver sa vie, rien ne vaut la vie. C'est le réflexe minimum même de l'existence. Quand tu n'existes pas, on ne parle plus de toi. Et sincèrement, à un certain moment, même une simple campagne de sensibilisation doit amener un père de famille censé à se dire, bon, comme je gagne mon pain à Abidjan, mais comme ça ne va pas, tu causes avec ta femme, vous vous entendez, il faut aller à Sikinsi ou moins peut-être même au village, pendant un certain temps, je vais chercher à améliorer la situation. Mais pourquoi s'accrocher à l'ancien défi à la mort? Parce qu'en temps normal, quand on te montre où ces personnes même vivent, en temps normal, même quand on te montre où ces personnes même vivent, même sans la pluie, là, ces endroits-là peuvent apporter le désastre, même sans la pluie. Et donc, c'est comme si on faisait un défi avec la mort permanemment. Et moi, j'accuse les autorités de ne pas être suffisamment fermes quand elles prennent des décisions. Sinon, quand on a pris une décision de sauver la vie des gens, les arguments et tout ce qu'on peut dire importe peu. Il faut un gouvernement responsable qui dit à la fin de la vie, j'ai sauvé la vie. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Si nous-mêmes on vient dire oui, là, le reste là c'est des détails. Et souvent le gouvernement fait, souvent d'autres même ont été dédommagés. Moi j'ai suivi l'émission il y a 2 ou 3 jours où il y a des gens qui ont été dédommagés par le gouvernement et qui disent nous ne partirons pas tant que nous ne serons pas satisfaits. Qu'est-ce qu'eux ils appellent être satisfaits?
après avoir pris de l'argent avec le gouvernement, après avoir accepté de signer les documents, mais ces personnes estiment que le gouvernement ne va jamais passer à la phase répressive, donc il faut toujours essayer. C'est-à-dire que même si on a pris l'argent et autres, on va revenir encore essayer. Après, vous savez, ils vont laisser faire et puis on continue. Il faut que ce gouvernement-là arrête de tergiverser. On a tergiversé avec Laurent Gbagbo le problème de la justice. Ça va devenir aujourd'hui un discrédit. Parce que les jours impairs, on nous dit que Laurent Gbagbo est encore... Il y a une... Allô, chef frère. Oui. En toute sincérité, moi, si on devait partager les responsabilités, le gouvernement de la Côte d'Ivoire prenait 90 et les 10 autres pourcents étaient de la responsabilité des personnes qui habitaient dans cet endroit-là. Chers frères, nous tous, nous connaissons la réalité d'Abidjan. À Abidjan, il y a certaines personnes qui arrivent à avoir du boulot plus facilement qu'à l'intérieur des autres pays, du pays. Chers frères, aujourd'hui, à Abidjan, si le gouvernement fait si le gouvernement affirmait non seulement qu'à Abidjan, aujourd'hui, pour avoir une maison ou bien louer une maison à Abidjan, c'est 1 mois de loyer, 1 mois de caution. Chers frères, ces personnes-là ne vont pas rester là-bas. Est-ce que le nécessaire a été effectué du côté du gouvernement? Non, c'est ce Chers frères, ce que tu dis, ce que tu dis, effectivement, ce que vous dites, c'est la vérité. Il faut d'abord penser à soi-même avant que le gouvernement ne vienne. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, là, c'est parce que les moyens ne leur permettent pas d'aller louer des maisons. Donc, il y a un environnement qui doit être créé de telle sorte à ce que ces personnes-là puissent partir. Mais pourquoi attendre chaque 2 mois, chaque 3 mois pour dire non, quittez l'endroit, on va détruire, allez-y. Mais ils vont aller où? C'est ça. Où ils vont aller là? C'est ce qu'on demande. Par exemple, je vous prends un cas par exemple, où il y a des gens qui ont été enlevés, je crois que c'était à Yopougon, et la mairie les a logés dans des hôtels. J'ai regardé ça dans une émission de John Jay, là. J'oublie le nom de l'émission. Mais ils ont été logés là-bas. Ça, je peux témoigner de ce fait-là aussi. Et en toute sincérité, ils reçoivent des pécules pour pouvoir être déplacés. Maintenant, est-ce que le gouvernement peut forcément leur imposer un lieu d'aller ou pas? Parce que effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Même aux États-Unis, ici ou partout dans le monde, là, les chances des humains ne sont pas les mêmes. Et des travailleurs pauvres, on va pas les accuser de ne pas... On peut les accuser de ne pas être riches, mais on ne peut pas les accuser d'être des paresseux. Et je dis qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Mais quand toi-même, tu connais ta condition, moi, en tant que père de famille, si j'étais dans de telles conditions, ce que le premier intervenant, l'autre intervenant, je serais d'accord avec. On a des familles, on a des origines, on a des villages, on a d'autres villes du pays. Est-ce que, avec le peu que j'ai reçu là, si par exemple le boulot que je fais ne me permet pas de prendre une maison avec une caution de 1 mois, mais 2 mois, est-ce que je ne peux pas discuter avec ma femme, lui dire par exemple, voilà ma situation que tu connais, voilà ce qu'on nous a donné, prenez ça, allez peut-être à l'intérieur du pays, d'ici 6 mois, je vais essayer de réétudier notre situation. Est-ce que ça, c'est pas possible? Chef frère, effectivement, c'est possible. C'est vraiment, c'est possible en toute sincérité. Je voulais juste ajouter quelque chose. En fait. La plupart, je parle un peu de Paris ici, la plupart de tous les immigrés qui arrivent ici à Paris, mais très peu arrivent à se loger à Paris. Tous sont logés dans la région parisienne. Pourquoi? Parce que se loger à Paris est cher. Se loger à Paris est cher, et même je te dirais très cher, et même à hors de prix. Mais les gens ne disent pas, bon, comme c'est comme ça, on va aller squatter quelque part. Non, ils essaient au moins de se mettre... Parce que regarde, Abidjan est là, il y a le Grand Abidjan. Dans le Grand Abidjan, il y a Dabou, il y a Agnama, il y a Benjerville. Dans ces villes, même il y a les Songons et tout ça. Dans ces villes-là, les maisons ne sont pas aussi coûteuses qu'à Abidjan. Et relier Songon à Abidjan, c'est 30 minutes. Et il y a toujours des voitures sur la route. Donc, en fait, je ne peux pas dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent vivre. Il y a des gens, même si tu leur dis, écoute, allez habiter, par exemple, à PK17 ou bien quelque part là-bas, j'allais dire, entre Yopougon et Songon. Les gens ne vont pas aller. Alors que là-bas, il y a de l'espace, il y a des habitations.
Mais je ne sais pas, tu ne peux pas décider du bonheur de quelqu'un. Il faut que la personne ait lui-même la volonté de pouvoir lui-même s'offrir un bonheur. Mais tu es dans un endroit déjà insalubre, sans la pluie. Tu ne peux pas vivre là. Les déchets, même l'enfant que tu dis 2 mois là, son espérance de vie était à combien en restant dans cet endroit-là? Avec tout ce qu'il respire, avec tout ce qu'il avale, son espérance de vie allait être à combien? C'est pourquoi généralement, nous, on a grandi dans des familles où les parents, là, ils laissaient les femmes au village et puis eux, ils venaient se chercher en ville. Mais ça, il y a longtemps, dans les années 80, 70, les gens avaient cette expérience-là. Pourquoi aujourd'hui, cette vision a disparu? Parce que les gens se disent, il y a d'autres, peut-être par culte ou bien par ceci, non, quand ta femme est proche de toi, vous avez plus de chance, mais attends, plus de chance dans cette misère-là? Mais dis-moi, je ne comprends pas. Cher Bakayoko, oui. Je ne suis pas d'accord avec toi en toute sincérité. Oui, Cher Bakayoko, tu as pris un exemple. L'exemple que tu as pris, tu as dit qu'à Paris, les logements coûtaient cher. Effectivement, à Paris, les logements coûtent cher. Raison pour laquelle, même moi, je suis de l'Île-de-France. Raison pour laquelle, moi, je n'habite pas à Paris, j'habite dans le 93. Tout comme moi. Mais non, mais aujourd'hui, quitter ton quartier, quitter le 91 pour aller à Paris, est-ce que les moyens de transport ne sont pas mis à disposition de telle sorte à ce que tu fasses moins de 30 minutes pour arriver au travail? Est-ce que ça c'est fait pour une personne qui peut-être reçoit 90 000 francs ou bien 120 000 francs CFA, il va aller habiter à Dabou, sans oublier, il va prendre 500 aller-retour chaque jour pour aller à Dabou. Quand il déduit ça là dans son salaire, là, il gagne combien? Monsieur Bakayoko. Oui. Moi, je pense que si vous permettez, j'allais apporter une réponse peut-être qui allait aider. Je ne sais pas si c'est forcément la bonne. Allez-y, éclaireur, allez-y. Cher frère Touré. Non. Aujourd'hui, là, est-ce que le président Ouattara n'est pas en train de faire des lignes de métro partout presque à Abidjan? Si, il est en train de le faire, ça va quitter à Niamey. Voilà. Ce que je veux dire, en fait, et avec les ponts et toutes les grandes commodités aussi que vous voyez là, c'est par anticipation que tout ça même a été programmé. Mais il faut savoir que le gouvernement, en tout cas selon moi, c'est une progression, c'est une suite. Il faut savoir que tous ces problèmes que nous voyons là, ce sont les effets pervers de l'incapacité des gouvernements précédents aussi. Je ne justifie pas ce qui se passe. Je veux dire que si chacun avait fait quelque chose, ça aurait permis, si chacun des gouvernements précédents avait mené des actions sociales qui ont eu des effets sur nos populations en termes de développement humain, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait même plus en train de parler Abidjan rempli, c'est comme si, c'est comme ça, mais il faut faire ça. Mais pour moi, selon moi, le gouvernement du président Ouattara, en tout cas, a commencé ces grands sentiers-là. Et jusqu'à ce que cela puisse finir, on aura toujours ces mêmes problèmes-là. Mais ce qui est intéressant dans la note, c'est que ces grands projets ont déjà commencé pour quand même faciliter le transport et le déplacement. C'est ce que j'allais ajouter. Voilà, je voulais aussi ajouter que le surpeuplement d'Abidjan a débuté de manière exponentielle à partir de 2002. Lorsque les gens ont quitté les zones assiégées et se sont retrouvés tous à Abidjan. Mais, quel a été, bon, de 2002 jusqu'à maintenant, on assiste à des travaux véritablement gigantesques dans Abidjan, même dans le Grand Abidjan. Mais de cette période-là, c'est-à-dire cette période de près de 8 années, ou bien de 10 années, c'est-à-dire d'inactivité liée au développement là, les gens ont rempli à Abidjan et Abidjan a été laissé pour compte. Abidjan a été laissé pour compte. C'est vrai que l'État est une continuité, c'est vrai. Mais depuis Houphouët-Boigny, le seul qui a pu ajouter un peu à ce que Houphouët-Boigny a fait, c'est Alassane Ouattara. Et ça, on ne peut pas lui dénier cela. Mais, à côté de cela aussi, un État, c'est un ensemble. Un État, c'est un ensemble. C'est un tout qui fait un État. Des populations qui ont du civisme, c'est-à-dire qui sont éduqués, et qui, lorsqu'ils entendent une campagne de sensibilisation comme quoi éviter les zones à risque, ça peut être destructeur, ça peut être ceci, pour quelqu'un qui dit véritablement je veux que mon pays avance, je veux que mon pays parte de l'avant, la personne est obligée de
de suivre le mouvement. Mais moi, par exemple, moi j'habitais à Dabou. Et puis je travaillais à Abidjan. Mais je ne touchais pas un salaire mirobolant. Hein. Crois-moi bien, mon frère, je ne touchais pas un salaire mirobolant. Et quand les gens partaient voir chez moi à Dabou là-bas, ils disent, mais comment tu peux habiter une cour comme ça? Mais dans la cour, il n'y avait pas... C'était pas une zone à risque, ça c'est un. Les maisons étaient en dur, ça c'est deux. C'est seulement qu'il y avait... toutes les commodités n'étaient pas là. Mais quand il pleuvait, on ne recevait pas la pluie chaude. Mais au moins, ça permettait aux gens, ça me permettait d'avoir une certaine sérénité et ça me permettait de vaquer tranquillement à mes occupations. C'est une question de volonté. Si les gens ont la volonté, si les gens veulent véritablement améliorer leur situation, ils peuvent le faire. Mais quand on dit un couple, c'est toujours des compromis. Tu peux aller mettre ta femme peut-être à Korogo ou bien je ne sais où, chez tes parents, et puis rester à Abidjan pendant 3 à 6 mois en essayant de décanter la situation. Mais Chef si tu véritablement... Oui. Chef frère Bakayoko, ce que tu as dit là, je n'en disconviens pas. Je vais te poser 2 questions. Vas-y. À Paris, en France, quelles sont les conditions qu'il faut remplir afin que tu sois locataire d'une maison? Ah, j'allais revenir, mais tu sais, là on va toucher, ça c'est les pays développés. Non, oui, non, je n'en disconviens pas. Quelles sont les conditions à remplir en France pour que tu sois locataire d'une maison? Je dis ça, quand je dis que c'est des pays développés, déjà, ça devrait déjà te dire, attention, on va toucher à quelque chose de l'informel, du formel, ceci, déjà. Non, il y a des gens d'Abidjan qui nous écoutent. On n'a qu'à dire quelles sont les conditions à remplir pour être locataire en France. D'abord, pour être locataire en France, déjà, les papiers qu'on te demande, tu le sais, hein, il faut avoir du boulot pour avoir plus facilement du travail. Et pour avoir plus facilement de la maison. Il faut avoir un CDI, oui. Oui, il faut avoir un travail stable. Oui, CDI, voilà, oui. Pour avoir un travail stable. De 2, il faut t'acquitter de tes impôts pour avoir une fiche d'imposition ou de non-imposition. Oui. Au moins, ça veut dire il faut avoir un numéro de référence fiscale. Ça, c'est 2. Et après, il y a pas mal de trucs qui vont te demander. Donc, je vais t'aider. Je sais que tu connais, je sais qu'on demande. Il faut avoir un CDI. Ils ont besoin de ton avis d'imposition. Oui. On a besoin de tes 3 dernières fiches de paye. Oui. Et après, on a besoin de quoi encore? Il faudrait que la maison que tu dois aller louer là, ton salaire doit faire 3 fois le prix de ce loyer. Oui. Donc, souvent même, il y a des agences immobilières qui font 2,7 fois le prix du loyer. Oui. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui, tout le monde a accès à des logements en France. D'accord. Mais attends, je ne dis pas qu'on doit le faire tel que ça se fait en France. Mais est-ce que les moyens sont mis en place de telle sorte à ce que des personnes qui ont SMIC là, 60 000 francs CFA là, comment ils vont louer maison? Attends, je viens. Parce que quand tu as fini ça là, quand tu rentres dans ta maison en France ici, quelle est la première chose que ton bailleur t'impose? Non, ton bailleur te demande d'avoir une assurance. L'assurance habitation. Oui, l'assurance habitation, oui. Je n'en dis même pas. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver, aujourd'hui quelque chose de telle sorte à ce que, même si les Ivoiriens n'ont pas cette culture d'assurance habitation, est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose en place de telle sorte à ce qu'on puisse faciliter les accès aux plus démunis? Oui. Aujourd'hui, ce que tu dis, laisse-moi terminer. Aujourd'hui, l'État, il y a certaines personnes en France ici, on demande une garantie et l'État même est garant de ces personnes-là. C'est ce qu'on appelle la garantie vitale. Et c'est ce que souscrivent les personnes qui n'ont pas assez de moyens. Mais pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas, même à l'Assemblée nationale, imposer 2 mois de loyer, 1 mois de loyer, 1 mois de caution? Mais c'est fort. C'est-à-dire, on crée aujourd'hui l'environnement de telle sorte à ce que ces personnes-là puissent se retrouver dans ces endroits-là. Les grands projets, quand les grands projets vont commencer à sortir de terre,
des gens vont se déplacer, ils vont quitter Abidjan. C'est pas comme s'ils ont envie de rester à Abidjan. Ce que tu es en train de dire, tu es en train de parler de l'encadrement des loyers. Dans une économie telle que nous sommes en Côte d'Ivoire, lorsqu'on veut inciter les gens à l'investissement, ce sont des freins qu'on ne met pas. C'est-à-dire, si tout de suite tu essaies d'encadrer les loyers, les gens ne vont plus investir dans la pierre. L'État ne peut pas tout. Tu es d'accord avec moi? L'État ne peut pas tout. Il faut des promoteurs immobiliers pour construire des maisons. Mais si tu leur dis, ta maison là, quel que soit le prix que tu vas construire, voilà le prix du loyer. Il ne mettra pas son argent dedans. Donc il y a des freins comme ça qu'il faut faire très attention. Non, je ne dis pas que l'État doit imposer des prix des loyers. Moi, même si le loyer, il a peut-être à 150 000 francs CFA, il faudrait que on dise à ce dernier-là, c'est un mois de caution, un mois de loyer. Oui. Mais on ne doit pas lui dire, les gens ne doivent pas dire 8 mois de caution, 8 mois de loyer. Cher frère Touré, oui. Cette loi existe déjà. Peut-être là où il y a problème, c'est dans son applicabilité qu'il n'y a pas cette rigueur-là. Sinon, elle existe. Raison pour laquelle je dis si l'État. Sinon, elle existe. La loi existe. La loi existe, mais c'est dans son application qu'il y a problème. Parce que je me souviens même une fois en avoir parlé ici. La loi, elle existe. Un mois de loyer, un mois de caution. Là. Elle existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Mais aussi, une chose qu'il faut que je signale à tous, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les locataires ont souvent la mauvaise habitude, quand ils rentrent dans votre maison, ils détruisent tellement les locaux que, en toute sincérité, les bailleurs de leur côté disent on aurait bien voulu appliquer cette loi-là, mais nous n'avons pas de garantie que le locataire va bien maintenir la maison. Et c'est pourquoi eux aussi ils augmentent. Et donc il y a tout un ensemble de facteurs. Quand l'État a pris ces lois-là, l'État n'a pas pris le temps aussi d'écouter aussi les bailleurs aussi. Mesures d'accompagnement. Voilà, l'État n'a pas pris de mesures d'accompagnement. Voilà, et l'État aurait pu imposer par exemple une assurance aux locataires. Parce que comme ça, quand tu rentres, le gars là, il sait que sa maison est assurée. Même si tu fais des dégâts, l'assurance là, tu cotises là-bas, ils vont payer. Donc ça va mettre un peu de sérieux, ça veut dire ça va rendre tout le monde responsable. Parce que moi je ne vais pas construire ma maison et puis des gens viennent, ils font tout et n'importe quoi et puis ils partent et puis c'est encore à moi de réparer les dégâts. Non, les gens ne peuvent pas accepter ça. Si tu vois que les gens imposent ces genres de trucs là, c'est parce qu'ils veulent s'assurer que le gars il est sérieux. C'est pour avoir le sérieux du locataire. La plupart de nos gens, ils font quoi? Ils sont dans l'informel. Et dans l'informel, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas, c'est-à-dire tu peux pas grand-chose. Tout ce que tu fais, c'est d'essayer de voir si le gars il est sérieux. En lui imposant un nombre de loyers d'avance, un nombre de loyers de caution et tout, pour voir si véritablement il peut prendre ta maison. Mais sinon, quand c'est quelqu'un qui est bailleur, c'est propre. Quand c'est quelqu'un qui traite avec les fonctionnaires et tout, ou bien, je sais pas, avec les fonctionnaires, ou bien les salariés du privé, dans les sociétés privées, bon, généralement, c'est des trucs qu'ils font par virement. Donc, ça se passe bien, généralement. Pourquoi eux n'ont pas la difficulté de trouver des loyers? Parce qu'ils ont des salaires stables et tout. Donc, je comprends qu'on peut décrier l'état de misère qu'on a en Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire pourra porter toute la misère de la Côte d'Ivoire sans que les Ivoiriens eux-mêmes essayent de sortir de leur état de misère. Moi, ce que j'avais à dire, il faut que chacun fasse le défaut. Il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, je crois... On va vous donner une minute. Voilà, une minute pour finir. Voilà, donc moi, pour terminer, chers frères, la seule chose que je peux dire, chers frères, moi, du moment où l'État de Côte d'Ivoire donne de l'argent à ces différentes collectivités territoriales-là, leurs parts dans les impôts partagés sont énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les logements sociaux en Côte d'Ivoire, est-ce que l'État ne peut pas demander à ces collectivités territoriales-là, surtout ceux qui sont à Abidjan, beaucoup d'argent que vous gagnez là, donnez quand même 10% pour construire des logements sociaux? Les dotations ne sont pas pareilles dans toutes les communes. Oui, non, je parle d'Abidjan. Je parle d'Abidjan. Je sais que les dotations ne sont pas pareilles. Les impôts partagés, ça s'estime à des milliards. Mais
Pourquoi peut-être la mairie de Makori, par exemple, qui reçoit de l'argent, ne peut pas peut-être prendre 10% de cet argent-là pour se lancer dans des projets immobiliers pour avoir un patrimoine? Oui. Oui. Tu te rappelles ici que lorsqu'on a parlé des logements sociaux, on avait parlé aussi des logements sociaux locatifs. Oui. C'est-à-dire des entreprises qui créent des logements sociaux rien qu'à la location, pas à la vente. Parce que en Côte d'Ivoire, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter une maison. Pas seulement en Côte d'Ivoire, même dans les pays développés. Tout le monde ne peut pas s'acheter une maison. Il y a des gens, ils sont des locataires à vie. Même si on est en France ici, là. Ils sont des locataires à vie. Donc, il faut penser deux modèles. Il ne faut pas seulement penser le modèle anglo-saxon, américain et tout, mais dans nos petits modèles français qu'on essaie de copier en Côte d'Ivoire, tout le monde ne peut pas avoir accès à la propriété. Et ça, si on ne prend pas la mesure de ce problème-là, on pensera que les Ivoiriens pourront payer à hauteur de 15 à 20 millions une maison où ils vont loger leur famille. Il y a des gens qui ne pourront jamais. Mais au moins se loger décemment en faisant des logements sociaux locatifs avec une participation de l'État dans ces entreprises-là pour permettre à ces Ivoiriens je peux dire les Ivoiriens de la classe en fait les plus démunis au moins d'avoir un logis décent. Ça, on en a parlé ici. Le modèle qu'ils ont suivi, le modèle qu'ils suivent encore aujourd'hui, c'est pas un modèle qui pourra forcément marcher en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont des difficultés de se loger. Pas la difficulté d'être propriétaire. Ceux qui ont l'argent pour être propriétaire en Côte d'Ivoire, même demain, ils seront propriétaires. Mais pour se loger, ne serait-ce que se loger et aller se chercher ou bien aller faire son dossier, c'est ça la grande difficulté. Et si on n'a pas mixé le modèle des logements sociaux, éclaireurs, on sera toujours confronté à ce genre de difficultés. Mesdames et messieurs, donc, je vous dis, voilà. Ça, on en a parlé, ce sont des propositions qu'on a faites, voilà. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. J'avais entendu parler d'un contrat qu'ils avaient signé avec Bouygues Construction, qui devrait venir faire des modèles de HLM à Abidjan. On m'avait dit que le contrat avait été validé, mais entre la signature du contrat et l'exécution, souvent ça prend du temps. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans. Mais bon, c'est l'État, c'est la continuité. Donc, on espère qu'un jour, ce modèle-là viendra pour que ça puisse au moins soulager ce problème de logement-là en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas faire le métro, on ne peut pas avoir la canne bientôt, on ne peut pas avoir plein d'infrastructures, et puis avoir des travailleurs qui n'arrivent même pas à se loger, quoi. Okay. Ça, il faut revoir le modèle, quoi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que le débat, il est relancé. Et vous avez été tous de très brillants. Ça, je ne manquerai pas de vous le dire. Et je vous remercie infiniment. C'est cet esprit-là. Voilà, aujourd'hui, c'est l'esprit même de la plateforme que j'ai retrouvé. Comment mettre deux brillants cerveaux. Et quand vous les écoutez, vous ne savez pas qui choisir. C'est ça que nous aimons. Parce que tous les arguments sont poignants et vrais. Et donc, ça remet le débat. Et ça va permettre à chacun de réfléchir davantage sur la question. Et surtout sur ce problème de logement-là, si vous voulez bien, on peut organiser même une émission spéciale entre vous deux où vous allez encore approfondir la question. Voilà. Maintenant, puisqu'on est véritablement pris par le temps, Touré. Non, pas de souci. Oui. Comme le frère Bakayoko avait voulu prendre la parole aussi, certainement que vous avez d'autres choses à dire. Je vais vous laisser 5 minutes et puis maintenant, après, passer à Bakayoko. Voilà. Donc, c'était pour dire, en gros, au frère Bakayoko, je le remercie. Mais sachez que dans cette histoire de logements sociaux, là, il faudrait, dans les pays dans lesquels nous sommes... Non, Touré, je parlais aussi je ne sais pas, pour le logement, là, j'avais clos le débat. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. On va organiser une émission. Ok, non, en toute sincérité, non, j'ai pas d'autres choses à dire. Okay. Je me disais que c'était là. Ok, comme le temps, on est vraiment pris, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup qui attendent aussi. Okay. Voilà, on allait essayer d'évoluer. Voilà, si vous le souhaitez bien, en arrière-plan. Vraiment, merci beaucoup, chef frère. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, Bakayoko, oui. On va vous accorder 10 minutes. Puisque vous avez... Donc, voilà. Éclaireur, par rapport au sujet du jour, en fait, de ce qu'on parlait, concernant les médicaments, éclaireur, je pense qu'il y a une certaine lassitude au niveau de nos douanes
et aussi dans nos hôpitaux. Je ne sais pas s'il faut mettre des gendarmes de l'hôpital, mais comme je l'ai dit, hein, c'est pas, même les citoyens lambda sont plus incorruptibles. Il y a des citoyens lambda qui sont plus incorruptibles que ceux à qui on confie des responsabilités. Est-ce que l'État ne peut pas avoir une équipe de vigie, c'est-à-dire une équipe de personnes Monsieur Balaïko, oui. Je vais vous dire les choses en vrai. Le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question de structure, ce n'est pas une question structurelle, c'est une question éducationnelle. Voyez-vous, même aujourd'hui, les vigiles qui sont dans nos banques, les vigiles qui sont dans nos services, quand bien même qu'ils auraient un salaire, même si c'est un salaire de misère, c'est toute une autre question. Quand ils ont cette petite position-là, ils essayent de vendre leur service. Ça veut dire quoi? Celui que vous allez prendre pour être vigile là, pour surveiller les médecins là, il va tisser des liens là-bas et il va être maintenant l'intermédiaire pour taxer les malades. Non, mais éclaireur, c'est ce que j'avais dit une fois ici. J'avais dit que il ne faut pas recruter pour recruter. Il faut recruter sur base d'un certain nombre je ne sais pas, ça se fait ici, ça se fait avec la police, ça se fait avec pas mal de corps de métier, où quand la personne qui doit être en relation avec du personnel, on lui donne des questionnaires lambda, et en fonction des réponses, on sait que celui-là peut servir l'intérêt général et celui-là ne peut pas servir l'intérêt général. Ça, en fonction des réponses qu'il va donner. Oui, vous le dites dans un monde où les choses fonctionnent de façon normale. Oui. Comment comprendre aujourd'hui que le directeur de la police de San Pedro, si je ne m'abuse, soit celui-là même qui a appelé les narcotrafiquants pour leur dire si vous ne quittez pas, on va vous attraper? Vous pensez que ce monsieur-là n'a pas passé des tests psychotechniques? Non, ça c'est sûr. Voilà, c'est sur ça. Voilà, c'est sur ce fondement-là, c'est ce que je vais vous faire comprendre que par exemple des gens comme Alassane Ouattara, l'intégrité là, la capacité d'être honnête là, c'est ça qui est mort dans le comportement des Ivoiriens. C'est pourquoi même si vous et moi on nous prend aujourd'hui, on nous met à la tête de l'État là, la malhonnêteté. Mais regarde aujourd'hui les cadres même qui sont là, ils disent mais pourquoi nous on ne peut pas détourner? Parce que les gens ont détourné avant nous, donc nous on va faire la même chose. Donc toi Ouattara, quand tu parles là, tu as parlé, mais nous on va toujours continuer. Parce que malgré toutes ces poursuites, les gens continuent. C'est vrai. Parce que la moralité a tellement foutu le camp chez l'Ivoirien que quand tu n'es pas malhonnête, tu es un idiot. Et c'est comment ramener ce paradigme à l'intérieur de l'Ivoirien. C'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un peut se taper la poitrine pour dire bon, moi je suis un individu fier de moi-même parce que je peux taper la poitrine que je n'ai jamais volé 5 francs. Mais les gens même rentrent dans la police juste pour la corruption. Les gens rentrent à l'INFAS. Ils ont payé avant de rentrer. Oui, vous avez la parole. Voilà. En fait, ce que tu dis, en fait, la corruption est à tous les étages aujourd'hui. La corruption est... Bon, je vais peut-être... non, je ne vais pas citer des noms. Mais quand le président Alassane Ouattara est arrivé, il y a eu un premier scandale. Quand le premier scandale est arrivé, il voulait trancher comme il avait l'habitude de trancher en 90. Oui, à l'hôtel là, l'homme de l'hôtel là. Très proche de lui. L'homme qui a fait les hôtels là. Un de ses proches... un de ses proches lieutenants lui dit si tu fais ça, tu vas rester seul. Hein. Je sais, parce que lui. Tous ceux qui t'entourent là. Il avait une facture d'hôtel là. donc voilà le président Ouattara qui se retrouve dans un dilemme. Il fait quoi? Il agit ou il fait quoi? Ou il congédie les malhonnêtes. Mais en congédiant les malhonnêtes, connaissant la fragilité du pays à l'époque, parce que quand un président arrive, il a la volonté, il a la haine, il a le courage, il veut tout de suite trancher pour que les choses soient claires. Mais déjà, quand tu es handicapé dès le départ, et ça a été, c'est le premier handicap que le président a eu. Des gens sans scrupules, mais des gens aussi qui étaient prêts à mourir pour lui. Ça, on ne peut pas le nier. Des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour Alassane Ouattara. Mais comment comprendre que tu étais prêt à donner ta vie pour Alassane Ouattara et tu es prêt à détruire Alassane Ouattara dans la corruption? En fait, c'est ce truc-là qu'on n'a pas, que bon, véritablement, c'est pas des gens qui n'ont pas, c'est des gens qui ont l'argent, éclaireur. C'est devenu une habitude. C'est des gens qui, c'est pas des pauvres, c'est pas des gens qui viennent de la société, de la basse société, non. Ils ont toujours été dans la haute société.
des cadres influents, des gens qui faisaient les États-Unis, Abidjan, États-Unis, comme s'ils allaient au marché Gouro d'Adjamé. Des gens qui rentraient dans tous les palais. Donc, tu ne peux pas dire que ceux-là, ils vont pas tomber dans la corruption. Mais malheureusement, Alassane Ouattara, il est malheureusement entouré des personnes qui, véritablement, sont dans la part du gain facile et qui veulent avoir tout de suite, être riche tout de suite. Et on est confronté à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut relever une nouvelle race de jeunes, mais quand tu regardes aussi les jeunes là, ils sont pas aussi irréprochables. Hein. Tu en connais, éclaireur, tu en connais. Effectivement. Des jeunes même de notre génération, qui ont des idées de vieux. C'est-à-dire qui plantent de l'argent en Suisse. Effectivement. Bon, quand tu vois ça, tu te dis, est-ce qu'il faut baisser les bras? Non, on ne peut pas baisser les bras. Est-ce qu'il faut dénoncer? Oui, on peut toujours dénoncer. Mais moi, je dis pour les médicaments, éclaireurs, il faut déjà qu'on essaie de créer une traçabilité sur nos médicaments qui sortent de nos laboratoires. Et avec la traçabilité, le citoyen qui achète le médicament, bon, c'est ça aussi. Nous-mêmes qui devons lutter pour nous-mêmes là, on ne le fait pas. Le citoyen qui tombe sur ce genre de médicaments là peut le dénoncer pour dire, ah, on m'a vendu un médicament qui n'est pas tracé. Est-ce que c'est normal? Mais non, les gens disent que c'est un médicament qui est moins cher. On va prendre pour se soigner. Mais ça va prendre pour te tuer. Éclaireur, l'État ne peut pas tout. L'État, c'est un ensemble. Effectivement. Mais tellement, les 17 années qu'on a passées, l'éducation a foutu le camp, l'intégrité a foutu le camp. Mais pour refaire ce tissu-là, franchement, même si le président fait 20 ans, parce qu'en 20 ans, il y a d'autres qui rêvent de venir voler. Il y a d'autres qui rêvent de devenir riches. Bon, tu as passé tout ton temps en train de te bâtir ta vie. Tu viens à la tête de l'État pour servir les gens. Non, tu viens pour te servir. En fait, c'est vraiment dommage qu'on retombe dans ce genre de situation-là sous Alassane Ouattara. Et effectivement, c'est ce que nous faisons ici sur la plateforme. On essaie d'interpeller et de conscientiser en espérant bien qu'il y aura encore cette race de personnes qui vont encourager Alassane Ouattara à pouvoir créer cet homme idéal qu'il recherche. Ce sera vraiment très important. Ben oui, parce que bon, Laurent Gbagbo, le retour de Laurent Gbagbo, un retour sans gloire ni trompette. Il est venu pensant qu'il allait aller s'installer à la présidence. Mais non, il est venu pour régler ses problèmes de jupons. C'est un anniversaire triste. Ça, ça a été la mort de l'opposition ivoirienne. Voilà des gens qui sont dans l'opposition, ils n'ont même pas d'idée. Quand le président dit on tourne à gauche, et ils tournent à gauche. Quand le président dit non, ça se joue au centre, eux tous sont au centre. Quand le président dit bon, on calme le jeu, ils sont obligés de calmer le jeu. Bon, où est l'opposition en Côte d'Ivoire? C'est nous-mêmes encore ici, on est obligé de dire à nos gars, ça là, ne faites pas ça, ça là, faites comme ceci. Alors qu'on joue dans la même équipe, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment dommage. On a pensé que Laurent Gbagbo, en arrivant en Côte d'Ivoire, il allait s'assagir, ou bien il allait quand même essayer de transformer sa maison de maman en musée pour essayer de vendre ses idées à ses suiveurs. Non, le monsieur veut devenir président à 76 ans. Voilà quelqu'un qui est arrivé en 90 à 45 ans, comme nous. Il avait 45 ans, au fond on avait 85. Il traitait au fond de vieux. Et aujourd'hui, il se surprend qu'on lui traite de vieux. Bon, ça c'est quel paradoxe ça. Quand lui il parle des années 80. Nous on dit qu'il faut laisser ça, d'après lui-même. Il dit quand on veut Boigny parler, il parlait de 1945. On dit qu'il faut laisser ça. Maintenant, à toi, Gbagbo, tu peux faire quoi? Rien, il ne peut rien faire. Il n'a même pas encore fini de régler ses problèmes de jupons. Il n'a pas encore fini de régler ses problèmes Bon, ça c'est tellement nauséabond à dire qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a certains qui essaient de nous prendre par les sentiments. Éclaireurs. Ils essaient de nous prendre par les sentiments comme Bleu Goudé. Oui, parce que comme le disait Sénèque, comment on appelle ça, on dit l'émotion est nègre. Donc, comme on est tellement émotif, donc ils nous prennent par les sentiments.
en trouvant des paternités, en créant un arbre généalogique dont lui seul il a le secret. Mais ça ne marche pas, éclaireur. Ça ne peut pas marcher avec nous. Ça ne peut pas marcher. Tu as trop de sang sur la main, cher ami. Effectivement. Et ce sang-là, c'est la justice qui doit laver ça. Effectivement. Hein? Quand le président Alassane Ouattara est arrivé, il a dit la réconciliation, c'est la justice d'abord. Mais apparemment, on a oublié le volet justice là. Un ministère de la réconciliation, pourquoi? Attends, un ministère de la réconciliation, c'est pourquoi faire? Les peuples ont toujours été divisés dans la politique, hein? Pas dans comment on appelle ça, pas dans la nation. Parce que quand tu vas au marché Gouro là, les femmes là, elles rigolent, elles rentrent chez elles à la maison. Il n'y a pas parable là-bas. Mais en termes de politique, c'est normal puisqu'on n'a pas d'idéologie, on a des idéologies différentes. C'est vrai que chacun doit défendre son idéologie. Mais on ne peut pas être d'accord. Trump et puis Biden là, ils ne s'entendent pas, mais est-ce que les États-Unis sont fracturés pour autant? Hein? Ils ne s'entendent pas. Bon, moi je suis libre de supporter qui je veux. Mais après ça, on peut s'asseoir devant notre placarie et puis on va manger et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi les politiciens veulent nous ramener à eux leur division? Vous ne vous entendez pas. Mais asseyez-vous dans je ne sais pas, faites une table ronde et puis entendez-vous. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Quand ça va vous voter là, nous, notre rôle là, c'est de vous voter, c'est tout. Mais vous, attends, on ne va pas faire votre par procuration. Effectivement. Tu ne t'entends pas avec le président Ouattara, ou bien tu ne t'entends pas avec Béti. Mais réglez ça entre vous. Effectivement. C'est la compétition électorale. Ça se fait dans les urnes. Mais est-ce que pour autant, on doit prendre ça pour aller dire aux parents, non, voilà, ceux-là, ils sont ceci, non, ceux-là, ils sont comme ceci, ceux-là, ils sont... Non, ça c'est ceux qui attirent là, le spectre du tribalisme, là. Ce sont des gens qui n'ont pas d'idée pour convaincre. Oui. Bon, quand tu arrives là, il faut nous dire, qu'est-ce que tu prévois pour la Côte d'Ivoire dans les 30 prochaines années? Mais c'est ce que les Ivoiriens veulent entendre. Monsieur Bagalko, on a atteint les 10 minutes. Voilà. On a atteint les 10 minutes. Et comme il y a beaucoup de personnes... Donc, je vais vraiment conclure pour dire que, véritablement, éclaireur, merci beaucoup. La plateforme a retrouvé encore son... Après quelques détours, après quelques règlements de compte intelligents et ciblés, on retrouve encore notre liste Nathan. Et ça fait plaisir. J'ai apprécié quand même le frère B52. J'ai quand même apprécié sa participation à la plateforme. Je l'entends sur d'autres plateformes. Mais là, je l'ai entendu. J'ai dit, nous, on lui souhaite la bienvenue. Effectivement. Et nous, on lui demande de rester. Tout ce qu'il a dit là, c'est ce que nous-mêmes on veut. Effectivement. Voilà. J'ai dit, s'il y a des critiques, il n'a qu'à sortir. Ou pas, il va hésiter chez nous là. On permet à tout le monde de dire ce qu'il a envie de dire. Nous sommes en démocratie. On ne fait pas de censure. Si tu veux un débat, il y a des débats. Vous pouvez échanger en toute intelligence et dans la courtoisie. Donc, éclaireur, c'était ça. J'aimerais dire merci à la maman Blanc et à toutes les mamans de la plateforme. Effectivement. Et aussi à notre frère, le roi du printemps. C'est un sénophone, c'est pas l'homme. Le conquérant. Hein? Il dit c'est un sénophone. Merci à tous ceux-là. Et bon, merci à tous les élèves de la classe. Tous les élèves de la classe, on va se retrouver ici à Paris, je crois. Le 26, je crois. Hein? En tout cas, le dimanche. Le dernier dimanche du mois. On va se retrouver avec les élèves de la classe. Inch'Allah. C'était là mon intervention de ce soir. Et je dis merci beaucoup à l'éclaireur. Merci à tout le monde. Et bien les choses à toute la famille.